Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire sur l'apparition des mouvements nationalistes et libéraux entre 1814 et 1848. Durant cette période, l'Europe connaît une époque de bouleversement. On voit émerger des mouvements politiques et culturels qui vont profondément transformer l'Europe. Ce sont les mouvements nationalistes. Ils expriment l'aspiration des peuples à vivre libres, unis et souverains. Et cela malgré la domination étrangère ou l'autorité absolue des monarques. Nous allons découvrir à travers plusieurs exemples comment ces nationalismes ont pris forme et quels impacts ils ont eu sur l'histoire européenne. Pour commencer, nous allons dans une première partie parler de l'émergence des nationalismes en Europe. Après les guerres napoléoniennes et le Congrès de Vienne, l'Europe est redessinée par les grandes puissances. Mais ce nouvel ordre ignore le sentiment national qui monte. De nombreux peuples aspirent à l'unité et à l'indépendance. Pour eux, la nation, ce n'est pas seulement une construction politique, mais c'est aussi et surtout une histoire commune, une langue, une culture et des traditions. Le nationalisme devient alors une force puissante, à la fois une revendication identitaire et un moyen de résister à la domination étrangère, comme l'occupation autrichienne en Italie ou la tutelle ottomane en Grèce. Ce qui rend le nationalisme du XIXe siècle unique, c'est son lien avec les idées libérales. Les deux mouvements progressent ensemble. Les nationalistes veulent l'indépendance et l'unité de leur peuple. Les libéraux, eux, veulent limiter le pouvoir des monarques et défendre la liberté individuelle. Les deux mouvements se rencontrent autour d'un objectif commun, donner davantage de droits aux citoyens et permettre au peuple de décider eux-mêmes de leur avenir. Ainsi, on ne lutte pas seulement pour une patrie indépendante, mais aussi pour une société plus libre, où la souveraineté appartient au peuple. Les nationalistes sont souvent des libéraux et les libéraux sont souvent des nationalistes. En France, le penseur Benjamin Constant illustre bien ce lien entre nationalisme et libéralisme. Dans son célèbre discours de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, il distingue deux formes de liberté. La liberté des anciens, comme à l'Ecclésia à Athènes, reposait sur la participation directe des citoyens aux décisions politiques. Les citoyens d'Athènes se rendaient sur la Pnyx et participaient à l'Ecclésia pour prendre les décisions. Mais à l'époque moderne, avec des États plus grands et plus complexes, cette participation directe est difficile. La véritable liberté pour Benjamin Constant consiste à protéger les individus contre l'arbitraire du pouvoir et à leur garantir des droits. L'État doit être limité et la voix du peuple entendue à travers des institutions représentatives, c'est-à-dire à travers des personnes élues. En Espagne, au début du XIXe siècle, le pays est profondément divisé. Pendant la guerre d'indépendance contre Napoléon, les libéraux imposent en 1812 la Constitution de Cadix, un texte révolutionnaire pour son époque. Elle instaure un parlement, limite le pouvoir du roi et reconnaît de nombreux droits aux citoyens. C'est une première grande tentative de moderniser le système politique espagnol. Mais cette avancée se heurte très vite aux résistances des conservateurs et du roi restauré, qui considère ces changements comme une menace pour l'ordre traditionnel. L'Espagne devient ainsi le terrain d'un affrontement constant entre libéraux et absolutistes. Nous allons à présent passer à la seconde partie de notre cours sur le rôle du mouvement Jeune Italie. En Italie, le nationalisme prend une forme très active avec le mouvement Jeune Italie. Ce mouvement est fondé en 1831 par Giuseppe Mazzini. Il a une ambition claire, unifier toute la péninsule en une nation républicaine et indépendante. À cette époque, l'Italie est divisée en une mosaïque d'États, dont certains sous influence étrangère, notamment l'Autriche. Mazzini propose d'agir par l'action directe et l'engagement de la jeunesse italienne.
Giuseppe Mazzini est l'un des grands noms du XIXe siècle européen. Convaincu que l'avenir repose sur la jeunesse, il veut l'entraîner dans le combat pour l'indépendance et la liberté. Ses écrits et ses discours exaltent le patriotisme et l'engagement. Mazzini rêve de libérer l'Italie de la domination autrichienne, surtout en Lombardie et en Vénétie. Même si ces insurrections échouent souvent, il devient un symbole du nationalisme républicain. Son action ouvre la voie à l'unité italienne qui se réalisera plus tard dans la deuxième moitié du siècle. Nous allons à présent passer à la dernière partie sur le massacre de Chios en 1822. Chios est une île grecque et à l'époque la Grèce fait partie de l'Empire ottoman. En 1822, le combat pour l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman prend une dimension dramatique avec le massacre de Chios. L'île s'était révoltée contre la domination turque et en représailles, l'armée ottomane a massacré une grande partie de la population. Environ 20 000 personnes ont été tuées ou réduites en esclavage et de nombreux villages ont été incendiés. Cette brutalité a choqué l'opinion européenne, qui découvre avec horreur la violence de la répression ottomane. L'horreur du massacre a fait le tour de l'Europe grâce aux récits de voyageurs, aux journaux et aux images diffusées. Les opinions publiques se passionnent pour la cause grecque. On parle même d'un mouvement philhellène, littéralement ami de la Grèce. De grandes figures intellectuelles s'engagent. C'est le cas du poète romantique anglais Lord Byron, qui part se battre aux côtés des insurgés grecs. Sa mort sur place en fait un véritable héros, et son engagement contribue à populariser la cause grecque dans toute l'Europe, en montrant que la liberté d'un peuple concernait tous les Européens. En France aussi, un grand écrivain s'engage, c'est Victor Hugo, même s'il n'est alors qu'au début de sa carrière. Très sensible aux luttes pour la liberté, il prend position après le massacre de Chios. Dans son recueil Les Orientales, il compose plusieurs poèmes où il exprime son indignation face à la barbarie de l'armée ottomane et sa compassion pour le peuple grec. À travers la littérature, il contribue à toucher un large public et à sensibiliser les consciences à la lutte des Grecs pour leur indépendance. La peinture a aussi joué un rôle dans cette mobilisation européenne. Le peintre Eugène Delacroix, figure majeure du romantisme français, a réalisé des toiles marquantes inspirées du massacre de Chios. J'avais placé sa toile, le massacre de Chios, sur la première diapo de la partie. Il met en scène la douleur, la souffrance et la mort des habitants grecs. Ces tableaux sont de véritables manifestes politiques et humanitaires qui montrent aux spectateurs l'horreur de la répression et invitent à la solidarité avec le peuple grec. Ce combat pour la Grèce dépasse bientôt les simples mobilisations artistiques et intellectuelles. Les grandes puissances européennes vont s'en mêler. La France, le Royaume-Uni et la Russie interviennent militairement aux côtés des Grecs, motivés à la fois pour des raisons stratégiques, mais aussi par la pression des opinions publiques qui demandent d'agir. C'est un moment unique où la solidarité européenne transforme réellement la situation, renforçant l'idée que la lutte pour la liberté nationale est une cause universelle qui dépasse les frontières. En 1830, lors de la conférence de Londres, l'indépendance de la Grèce est officiellement reconnue. Ce nouvel État vient s'ajouter à la carte politique de l'Europe modifiée par les nationalismes. C'est la preuve qu'un mouvement national soutenu à la fois par le peuple et par l'opinion internationale peut aboutir à des changements concrets et durables. Toutefois, cette victoire grecque n'est pas totale. L'indépendance est réelle, mais les grandes puissances imposent à la Grèce une monarchie dirigée par un prince étranger. Othon de Bavière devient le premier roi des Grecs. L'indépendance nationale se combine donc avec une forte tutelle extérieure. Ainsi, entre 1814 et 1848, les nationalismes apparaissent comme une force politique, sociale et culturelle de premier plan.
Ils naissent du besoin d'émancipation, l'émancipation des peuples contre des dominations étrangères, mais aussi émancipation des individus face au pouvoir absolu. Ils s'appuient sur des penseurs comme Benjamin Constant, sur des mouvements militants tels que Jeune Italie et sur des événements marquants comme la guerre d'indépendance grecque. Ces nationalismes sont soutenus par une intense mobilisation intellectuelle et populaire. Écrivains, poètes, peintres participent à ce mouvement. Ainsi, cette période prépare les grandes révolutions de 1848 qui verront éclater un peu partout en Europe les revendications de liberté et d'unité nationale. Voilà, ce cours est terminé, j'espère que tout a été bien clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.